7h38 sur la première. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. Le général de Gaulle, c'était il y a 70 ans jour pour jour, à l'aube, Américains, Britanniques, Canadiens et Français débarquaient sur les plages de Normandie. Ils sont près de 180 000 hommes à participer à l'opération Overlord, une opération qui va d'abord libérer la France après 4 ans d'occupation et qui va surtout abattre le Reich allemand en Europe. Aujourd'hui, les commémorations du débarquement vont réunir les anciens ennemis, mais aussi ce qu'on peut appeler les nouveaux rivaux. Le président russe et le président ukrainien, par exemple, pourraient se retrouver sur les plages normandes avec également le président Obama et la chancelière allemande Angela Merkel. Est-ce que ces commémorations sont un bon prétexte de rencontre pour les grands de ce monde? On va aussi poser la question dans cette perspective-là. Bonjour Antoine Fleury. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire des relations internationales à l'Université de Genève. Merci d'être notre invité en ce jour de commémoration des 70 ans du débarquement jusqu'à 8 heures. Alors il y a 70 ans, évidemment la face de l'Europe et du monde changeait. Si ce débarquement n'avait pas eu lieu, quel continent européen aurions-nous aujourd'hui, Antoine Fleury? Évidemment, on peut se poser la question, mais j'aimerais simplement rappeler que cet événement, évidemment, a été phénoménal. C'est une prouesse au niveau militaire du commandement anglo-américain qui a réussi effectivement une prouesse du point de vue militaire par l'importance de la logistique mise en œuvre pour acheminer environ 1 million d'hommes et d'un matériel militaire considérable à travers la Manche. C'était une performance technique et pas sûr, évidemment, de réussir. Alors c'est vrai qu'il y a là un moment important dans la Deuxième Guerre mondiale, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il aura fallu encore 1 année de combat acharné pour mettre en quelque sorte à terre le régime hitlérien. Alors dans cette perspective de commémoration, on a souvent oublié, d'ailleurs pendant la guerre froide, l'apport considérable, évidemment, est bien plus important de la Russie. Parce que le problème de ce débarquement, c'est que s'il n'avait pas eu lieu, c'est très vraisemblablement l'armée rouge qui serait arrivée jusqu'à l'Atlantique, et c'était la hantise d'un Churchill, notamment, de précipiter en quelque sorte la tentative de débarquement que Staline demandait depuis bientôt 2 ans, soulager mon front à l'Est par une intervention frontale à l'Ouest. Et c'est cette hésitation qui avait déjà nourri, effectivement, de ce qu'on peut appeler des germes de futures tensions entre l'Est et l'Ouest après 1945. Alors s'il n'avait pas eu lieu ce débarquement, s'il avait raté, on ne parlerait pas forcément allemand, mais russe aujourd'hui, c'est aussi une éventualité? Bon, je ne sais pas si on parlerait russe, parce que les Russes, évidemment, avaient une vision impériale d'organiser l'Europe, et ils n'ont pas obligé, évidemment, tous les peuples qu'ils ont libérés d'apprendre le russe et de le parler. On l'a appris à l'école. On aurait certainement privilégié le russe par rapport à l'anglais, et on n'aurait certainement pas bu du Coca-Cola et tout ce qui s'en est suivi pour notre civilisation occidentale, c'est-à-dire à l'américanisation que nous apprécions ou que nous déplorons selon les expériences. Alors évidemment, ces commémorations du 70e anniversaire du débarquement se font dans un contexte tout à fait particulier. Ce sont les tensions autour de l'Ukraine, bien sûr. D'aucuns parlent de résurgence de la guerre froide. On verra d'ailleurs si vous êtes d'accord avec ce terme. Le président Poutine n'était pas présent lors des rencontres du G7 qui ont eu lieu cette semaine. Pourtant, il vient à ces commémorations du débarquement, Vladimir Poutine. Comment interpréter cette présence, Antoine Fleury? D'abord, cette présence, je suis très heureux en tant qu'historien de voir que d'abord le président français a réitéré évidemment cette invitation qui avait été déjà annoncée autour du 8 mai, des fameuses commémorations de la fin de la guerre, le 8 mai, où Poutine s'était engagé pour soulager la tension internationale, à faire en sorte de ne pas mettre de l'huile sur le feu de la crise ukrainienne. Et alors cet engagement, on est encore censé actuellement de l'observer. Est-ce qu'il le respecte? Est-ce qu'il le mis sous le boisseau? C'est tout le problème de l'information et de la désinformation qui tourne autour de la crise ukrainienne que vous connaissez. Alors ce qu'il ait été invité, c'est une bonne chose. Qu'il ait accepté est encore une meilleure chose, parce qu'il aurait pu, devant effectivement les injures qui lui ont été
adressées de la part de toutes sortes de personnalités occidentales, injures, dites-vous, Antoine Fleury, ou absents du pouvoir. Injures, dites-vous, injures. Oui, tout à fait, oui. Vous pensez à quoi en particulier? Notamment Madame Clinton, certains personnages allemands, la presse qui compare Poutine à Hitler. Évidemment, c'est une injure au moment où on voudrait l'inviter à venir, au contraire, célébrer la défaite du dernier grand dictateur de l'Europe. Oui. Tout n'est pas la faute des Russes dans l'affaire ukrainienne, selon vous? Certainement pas. Vous connaissez que depuis l'indépendance de l'Ukraine, les dirigeants ukrainiens n'ont pas été capables, en quelque sorte, de façonner une nation ukrainienne où chaque élément complexe de la composition de cette nation vivent en harmonie et dans le respect mutuel. Donc là, il y a un problème, effectivement, des dirigeants ukrainiens à ne pas avoir assumé. Il y a eu ensuite cette tentative, effectivement, de faire croire qu'ils étaient pro-européens, enfin qu'il y a eu aussi, du point de vue occidental, des promesses qui ont pu nourrir un certain nationalisme ukrainien anti-Moscou, en quelque sorte, du fait de l'histoire. Et de ce fait, effectivement, on a nourri sans doute des illusions, parce qu'il y a déjà quelques mois, on pouvait évidemment se poser la question, est-ce que vraiment l'Europe, si sympathique à la nation ukrainienne, était disposée à l'accueillir en son sein, alors qu'on sait qu'actuellement, l'extension de l'Europe n'est pas à la mode. Antoine Fleury, comment voyez-vous l'aspiration actuelle à la puissance de la Russie? Je parlais de résurgence de la guerre froide. Est-ce que c'est à cela qu'on assiste vraiment? Personnellement, je ne le vois pas ainsi, parce que certains parlent même de tensions, de conflits, voire de Troisième Guerre mondiale. Vous savez qu'en 1947, on parlait déjà de l'imminence d'une Troisième Guerre mondiale, suite d'ailleurs à des tensions qui s'étaient en quelque sorte, qui étaient sorties, notamment sur des régions pas très lointaines de celles dont nous parlons, c'est-à-dire le refus ou les hésitations de Staline de retirer les troupes du nord de l'Iran en 1946-1947, les revendications de la part de Staline sur certaines régions du nord-est de la Turquie qui avaient généré effectivement une première grande alerte et d'ailleurs premier recours aux Nations Unies pour maintenir la sécurité. Sans parler de ce contexte de 1947, de la guerre civile grecque qui prenait de l'importance avec le triomphe probable du Parti communiste et que l'Angleterre s'est mise à combattre, épaulée dès 1947 par les États-Unis qui retournent en quelque sorte en Europe, non pas pour libérer l'Europe du Troisième Reich, mais pour contenir l'éventualité d'une expansion russe, notamment en Grèce et dans d'autres pays d'Europe. Donc là, dans ce contexte-là, on a parlé de guerre froide. Or, qu'est-ce qu'on a vécu depuis lors? Finalement, une détente, on a eu des discussions, on a eu des négociations, et le sommet de cette pause dans la guerre froide qui va durer quand même plus d'un demi-siècle, ça a été en Suisse, c'était à Genève, oui. En 1954, les premières négociations. En 1955, la première conférence des 4 grands qui se sont tous retrouvés à Genève pour dire maintenant la guerre est finie, nous allons travailler ensemble à la prospérité de l'humanité. Et puis, il y a eu d'autres crises. Donc, en tant qu'historien, je dirais aujourd'hui nous traversons des perturbations, mais je ne vois pas effectivement que le contexte général puisse prêter à une Troisième Guerre mondiale et qu'il faut négocier, rencontrer. Alors, c'est un bon signe que ces responsables se soient trouvés maintenant à Paris et sur les plages de Normandie, où là, ils devraient sceller la solidarité, en quelque sorte, et non pas nourrir, comme on l'a vu hier soir, ces gamineries de comportement où l'on voit le président des États-Unis à une table, le président Poutine à une autre, et on ne sait pas ce qui va se passer d'ailleurs dans cette journée. Ce sera très intéressant à observer les comportements sur les plages même de Normandie. Mais est-ce que c'est vraiment le lieu pour ces gamineries? On est en pleine commémoration. Est-ce qu'on n'est pas en train d'instrumentaliser ces cérémonies du 70e anniversaire du débarquement, là? Qu'en pense l'historien? Ah oui, moi je trouve que c'est regrettable. Quand on est, quand on a une certaine culture politique et humaine, on ne choisit pas des moments de commémoration pour étaler des bagarres. C'était l'occasion de manifester la solidarité, et le seul fait déjà que la Russie donne de l'importance par la présence de son président à cette commémoration de la solidarité transatlantique qu'on a toujours célébrée sur les plages de Normandie, c'était surtout ça qu'on célébrait, la solidarité entre les États-Unis, les Américains et les Européens, les États-Unis qui sont venus se battre pour libérer l'Europe, c'était disons,
chaque fois une cérémonie de manifestation de solidarité et notamment de manifestation de partager des valeurs communes par rapport au sort de l'humanité. Antoine Fleury, on se retrouve dans un instant, mais on va écouter un deuxième extrait du général de Gaulle. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s'agit de détruire l'ennemi. L'ennemi qui écrase et souille la patrie, l'ennemi détesté, l'ennemi déshonoré. L'ennemi va tout faire pour échapper à son destin. Il va s'acharner à tenir notre sol aussi longtemps que possible. Mais il y a beau temps déjà qu'il n'est plus qu'un fauve qui recule. Cette bataille, la France va l'amener avec fureur. Elle va l'amener en bon ordre. C'est ainsi que nous avons, depuis 1500 ans, gagné chacune de nos victoires. C'est ainsi que nous gagnerons celle-là. Voilà l'appel, un extrait de l'appel du 6 juin de Gaulle. Est-ce qu'on pourrait encore entendre de telles paroles aujourd'hui, Antoine Fleury? Alors, c'est toujours extrêmement émouvant d'écouter le général de Gaulle. En fait, c'est un grand écrivain. Il décrit les choses. Mais en fait, ce n'est pas la France qui va écraser la bête immonde qu'était Hitler et son régime. C'est quand même les troupes anglo-américaines. Et de Gaulle, dans ses passages, les évoque à peine. Et même dans ses mémoires, il aura une tendance à magnifier, évidemment, le rôle de la France. Il ne faut surtout pas minimiser, évidemment. La France était au cœur du combat. Donc, au niveau des souffrances et des pertes, la France, évidemment, a vécu quelque chose d'incommensurable. Mais effectivement, sur les faits, disons, d'armes, en quelque sorte, ce n'est pas la France qui est arrivée, en quelque sorte, à venir à bout du régime hitlérien. Sur les États-Unis, quand même un regard. On a Barack Obama qui promet maintenant, c'est l'actualité des tensions, notamment en Europe, Obama qui promet 1 milliard pour la sécurité en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, là, à la lumière aussi du comportement des États-Unis il y a 70 ans? C'est une provocation, ce milliard? Moi, je pense que c'est très maladroit par rapport à la volonté de vouloir nourrir des relations paisibles et amicales avec la Russie. La Russie se sent depuis plus de 20 ans fragilisée, elle a été humiliée, elle a perdu beaucoup d'influence. Le président actuel essaie de restaurer une certaine puissance de la Russie, et je ne crois pas que ce soit pertinent de nourrir chez les anciens, en quelque sorte, États ou peuples qui dépendaient de la Russie, de leur donner l'illusion qu'on va maintenant, en quelque sorte, les protéger outre mesure, c'est-à-dire les mettre au front d'une éventuelle confrontation avec la Russie. Donc accepter une confrontation, la perspective d'une confrontation pour ces peuples, petits peuples voisins de la Russie, je trouve extrêmement dangereux pour eux-mêmes par rapport à une vision de paix générale. Et je pense que la diplomatie, là, serait bienvenue de calmer le jeu et d'établir de solides relations avec l'ensemble de ces pays et d'apaiser les relations. Bien entendu, il y a eu des comportements raides de la part de Poutine, fort regrettables en ce qui concerne notamment la Crimée. En ce qui concerne l'Ukraine, il y aurait beaucoup de choses sans doute à explorer, à réévaluer. Mais c'est clair que si l'on veut comparer certains actes unilatéraux contraires au droit international et à la paix internationale menés aussi par le camp occidental et notamment par les États-Unis ces dernières décennies, évidemment la chaîne est longue. Et sans doute beaucoup plus longue que celle que l'Union soviétique a été plutôt en reflux depuis notamment la fin de la guerre froide.